Bonjour. Dans l'épisode précédent, il était question de s'interroger sur la grande absence du PDCI-RDA au rendez-vous de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Dans cet épisode, nous allons continuer notre analyse et nous allons maintenant analyser le ou les raisons pour lesquelles ce parti emblématique qui a contribué à l'évolution du paysage politique, qui a contribué également au rayonnement institutionnel, politique, social de la Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau domestique qu'au niveau international, se retrouve aujourd'hui dans une situation, dans une pâle posture. C'est une pâle posture parce que personnellement, j'estime que c'est une situation, c'est une posture qui aurait pu être évitée. Mais je pense que tout au long de cette analyse et tout au long de ces différentes perspectives que j'aurai à charge de vous présenter, vous aurez aussi la possibilité de vous faire votre propre opinion. De façon beaucoup plus objective, nous sommes à moins de 100 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui est normalement prévue se dérouler le 25 octobre 2025. Et dans ce contexte, M. Tidjane Thiam, qui est le président du PDCI nouvellement élu, ne figure toujours pas sur la liste des candidats à cette élection. Ce qui veut dire que son parti, l'emblématique PDCI, ne figure non plus toujours pas sur la liste des partis politiques autorisés à concourir lors de cette élection. Et quand on a représenté ce qu'a représenté le PDCI, et quand on représente ce que représente le PDCI, quand on est ce qu'est le PDCI, je pense que sans parti pris, sans passion, c'est une situation qui mérite que l'on se penche un tant soit peu, de façon froide et de façon objective, afin de pouvoir tirer des conclusions, afin de pouvoir tirer des leçons. Est-ce que ce que vit ce parti aurait pu être évité? Est-ce que ce que vit ce parti est justifié? Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Bienvenue sur votre podcast préféré, Smart Intellectual Knowledgeable African Talks, votre podcast qui est dédié à la discussion et à l'analyse des sujets de développement et des sujets d'actualité en rapport exclusif avec le continent africain. Je suis Sika et je suis le fondateur et le présentateur principal de ce podcast et naturellement, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Si vous êtes nouveau et si vous nous prenez en marche pour la première fois, si vous partagez une grande passion et un amour profond pour le développement, pour les sujets de politique, les sujets d'économie, eh bien, soyez le bienvenu ou la bienvenue tout simplement et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et également sur la cloche afin de rejoindre la famille, la communauté et de ne rien manquer de nos épisodes. Dans un premier temps, la raison qui nous a été donnée ou la raison qui a été rendue publique, elle s'appuie sur une décision de justice. Donc ce que nous devons retenir ici, c'est que premièrement, ce qui explique l'absence de M. Tidjane Thiam et par ricochet l'absence du PDCI-RDA de la course à l'élection présidentielle, ce n'est pas le fait du prince. Ce n'est pas un motif personnel. Ce n'est pas dû à un caprice. Mais cela est plutôt dû à une situation préjudicielle qui, elle, tire sa source de la loi et tire également sa source du droit. Je m'explique. M. Tidjane Thiam n'est pas ou a été radié de la liste des candidats tout simplement parce qu'il jouissait de la double nationalité, donc la nationalité ivoirienne acquise à sa naissance et la nationalité française acquise par décret de naturalisation dans les années 80. Et depuis les années 80 jusqu'à la période de 2025, M. Tidjane Thiam n'avait pas renoncé à sa nationalité française. Et donc de 1980 jusqu'en 2025, M. Tidjane Thiam était présenté au niveau national et au niveau international comme étant un binational, donc un citoyen à la fois ivoirien et français. Vous verrez que au cours de son parcours exceptionnel,
son parcours professionnel et son parcours académique, que j'admire personnellement, M. Tidiane Thiam a toujours été présenté comme étant franco-ivoirien. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de doute, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et donc, tant qu'il s'agit à M. Thiam d'exercer des fonctions professionnelles, des fonctions en tant que technocrate, dans le secteur privé ou dans les hautes institutions et dans les hautes instances internationales, cela ne posait pas de problème. Parce que naturellement, il n'existe pas forcément, en tout cas au moment où je fais cet épisode, il n'existe pas de loi qui empêche des citoyens dans le secteur privé, des binationaux ou des trinationaux ou même des plurinationaux d'exercer certains postes. Donc pour le moment, je n'ai pas connaissance d'une telle restriction. Mais lorsqu'on sort du cadre de la vie privée, lorsqu'on sort du cadre de la vie professionnelle et qu'on entre maintenant dans le cadre de la vie politique, naturellement, comme tout contexte, le contexte politique est lui également régi par des lois. Il répond et il respecte certains principes. Ce contexte politique, c'est un contexte qui n'évolue pas dans un environnement brouillon. C'est un environnement qui se veut être structuré. C'est un environnement qui se veut répondre et respecter à des codes. Et donc, nous allons remarquer que pour une personnalité comme celle de M. Thiam, les règles du jeu ne changent pas. Lorsque vous êtes dans la vie privée, dans le monde international, il y a des codes. Et lorsque vous décidez de rentrer en politique, il y a des codes. Malheureusement, en avril 2025, une décision de justice est donc tombée. Et cette décision de justice a conclu qu'au motif de la double nationalité, M. Thiam ne pouvait donc pas figurer sur la liste des candidats à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que la Constitution, au moment où nous faisons cet épisode, exige que tous les candidats soient exclusivement de nationalité ivoirienne. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce fait, mais je pense que ce n'est pas l'objet de mon analyse et ce n'est pas également l'objet de cet épisode. On pourra en débattre où je pourrai également partager mes perspectives sur cette question. Mais pour l'heure, ce que j'aimerais que nous retenions ici, c'est le point suivant. Dans tout secteur, dans tout domaine de la vie, il y a des codes, il y a des principes et il y a des règles. Lorsque vous évoluez dans un univers, en plus d'avoir la compétence, en plus d'avoir la capacité, en plus d'avoir les aptitudes intellectuelles qui sont les prérequis, il vous faut également connaître les principes qui régissent l'univers dans lequel vous évoluez. Ça est le premier point. Et donc, pour revenir à notre analyse, la raison pour laquelle M. Thiam et par ricochet le PDCI RDA ne figure pas sur la liste, c'est une raison purement juridique. C'est une raison purement légale. Après, on pourrait se poser également une autre question, c'est de savoir est-ce que le droit a vraiment et a bien été dit? C'est une question qui est légitime et c'est une question qui se doit d'être posée. Sur la base des éléments que nous avons en notre possession, qui sont tous dans le domaine public, donc ce qui veut dire que sur la base de recherches sur Google, sur la base des différentes interviews, des différentes interventions que les différents experts ont pu faire sur la question, on retient deux choses. Oui, M. Thiam était binational au moment de son enrôlement sur la liste électorale provisoire. Oui, M. Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Il en avait instruit la demande, mais il n'en avait pas encore obtenu la réponse. Et vous savez, en droit administratif, le fait d'entamer une procédure ne vous dit pas automatiquement que vous bénéficiez des résultats de cette procédure. Lorsqu'on demande ou lorsqu'on entame une procédure administrative, on s'expose à deux options ou à deux évidences. La première évidence, c'est naturellement d'obtenir gain de cause et la deuxième, c'est d'être opposé à un rejet de sa demande. Et dans le cas où vous êtes opposé ou dans le cas où vous faites face à un rejet de votre demande, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de rester dans la situation pour laquelle vous êtes en train de demander à être déchargé. Ce qui veut dire tout simplement que, certes, M. Thiam avait entamé la procédure pour la déchéance de sa nationalité, mais pour le simple fait que, au moment
de son enrôlement, la décision définitive n'avait pas encore été prononcée par les institutions françaises, eh bien, M. Thiam était encore considéré comme étant un binational. Et ça, c'est le premier point. C'est vraiment très important de le retenir et de le garder à l'esprit. Pourquoi est-ce que je fais cette analyse? Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que cette situation aurait pu être évitée? Et c'est là où je vais commencer mon analyse avec une phrase célèbre d'un de mes philosophes préférés, Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel qui a écrit dans Le Prince, et je cite, « Gouverner, c'est mettre tous vos ennemis hors d'état de vous nuire et même d'y penser. » Je le répète, ça vient de Nicolas Machiavel, ça ne vient pas de moi. Il a dit ceci dans Le Prince, « Gouverner, c'est mettre vos ennemis hors d'état de vous nuire et même d'y penser. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la notion de gouvernance, dans le fait de gouverner, il y a deux vérités que l'on doit garder à l'esprit. La première vérité, c'est que le pouvoir ne vous attirera pas que des amis. Le pouvoir, nécessairement, vous attirera des ennemis. Des ennemis, tout simplement parce que la chose que vous convoitez est également convoitée par meilleur que vous, plus brillant que vous, plus fort que vous, et je pourrais penser à bien de superlatifs. Dans tous les cas, dans cette phrase célèbre de Nicolas Machiavel, il nous interpelle sur la nécessité de comprendre que la gouvernance est un art. La gouvernance, c'est une réalité qui va vous conduire à un autre niveau, à un autre degré. Et dans ce degré, malheureusement, vous ne vous ferez pas que des amis, vous ne vous ferez pas que des adversaires, mais vous vous ferez également des ennemis. C'est le premier point, ou du moins le deuxième point. Le troisième point également que Nicolas Machiavel nous enseigne ici, c'est qu'il nous fait comprendre que pour exercer le pouvoir, il faut être en mesure d'anticiper. Il faut être capable de pouvoir anticiper. Il faut être capable, en fait, d'être en mesure de créer des scénarios dans lesquels vous vous mettez dans des postures qui pourraient bénéficier à vos ennemis, qui pourraient bénéficier à vos adversaires, pour ensuite être en mesure de pouvoir planifier et penser à des solutions. Voici pourquoi il dit « Gouverner, c'est mettre tous vos ennemis hors d'état de vous nuire et même d'y penser. » J'ai suivi l'interview de M. Thiam avec M. Alain Foka. Et au passage, c'est une interview que j'ai particulièrement appréciée parce que je l'ai trouvée rafraîchissante. J'ai trouvé que cette interview était rafraîchissante, qu'elle était profonde. Elle nous a permis vraiment de voir M. Thiam sous un autre jour. Elle nous a permis de voir l'homme sous un autre aspect. Elle nous a permis de sentir et de ressentir sa frustration. Et pour ma part, c'est une très bonne chose. Mais je ne vais pas entrer dans plus de détails. Ce n'est pas l'objet de cet épisode. La raison pour laquelle je parle de cette interview, c'est que dans son analyse, M. Thiam lui-même a dit « Je ne savais pas ». Quand on lui a posé la question de savoir « Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de cette loi ?» Il a dit « Je ne savais pas ». Ensuite, il a dit que cette loi était tombée en désuétude tout simplement parce qu'elle n'avait pas servi, parce qu'elle n'avait pas utilisé. Elle n'avait pas été utilisée, auparavant. Est-ce que M. Thiam a raison? Non, il n'avait pas raison parce qu'il existait également des précédents, des cas où certaines autorités, certaines figures de la vie publique, de la vie politique en Côte d'Ivoire avaient été malheureusement sous le coup de cette épée de Damoclès qui avait malheureusement pour vocation, pour but de freiner parfois certains cadres de la vie politique lorsqu'il s'agissait pour ces derniers-là d'accéder à des responsabilités beaucoup plus élevées. Mais le problème n'est pas là. Et comme je vous le disais, ce que vit le PDCI, pour ma part, et c'est mon analyse, c'est mon point de vue, c'est une situation qui aurait pu largement être évitée. Ce que vit le PDCI aujourd'hui, ce que vit malheureusement M. Tidiane Thiam, pour moi, c'est tout simplement le revers, ou c'est tout simplement le reflet d'une candidature qui n'a pas été bien préparée. Vous savez, dans l'épisode précédent, j'ai pris la peine pendant quelques minutes d'attirer votre attention en fait sur l'aura du PDCI. Vous savez, pour nous qui écoutons Sika Talks, je pense que la majorité d'entre nous écoutons du rap. Et dans l'univers du rap, il y a ce qu'on appelle l'aura. Et même dans l'univers de la mode, il y a ce qu'on appelle l'aura, le charisme. Et un parti
comme le parti politique du PDCI, c'est un parti qui a cette aura, qui a ce charisme. Tout simplement parce que c'est un parti qui a une histoire, c'est un parti qui a un passé. C'est un parti qui a un passif glorieux, un passif qui parle pour lui. Et comme je l'ai dit, ce parti n'est pas à sa première élection présidentielle. Ce parti n'est pas à l'organisation de sa première élection présidentielle. Ce parti, on a vu des vertes et des pas mûres. Et une élection présidentielle qui veut se gagner, une élection présidentielle qui veut se gagner, qui veut réellement se gagner, ne se prépare pas à 1 an, ne se prépare pas à 6 mois, ne se prépare pas à 12 mois, ne se prépare pas à 9 mois. Une élection présidentielle se prépare dès le premier jour de la prise de pouvoir par l'opposition. Je le répète, lorsque vous êtes un parti politique, lorsque vous êtes créé, je pense que, à mon humble avis, vous avez 2 objectifs. Le premier, c'est de vous battre pour un idéal politique, à l'intérieur duquel il y a un idéal économique, un idéal social, un idéal militaire. La deuxième raison, c'est naturellement de pouvoir exercer, donc gagner et pouvoir exercer le pouvoir d'État le plus longtemps possible. Tout parti politique qui se crée et qui a pour vocation de ne pas exercer le pouvoir d'État n'est pas un parti politique, et ça c'est mon analyse. Au contraire, on pourrait plutôt parler de société civile. La société civile, c'est également cet acteur qui, lui, a pour vocation de défendre les intérêts du peuple, les intérêts de la société, sans parti pris, sans avoir pour ambition un jour d'exercer le pouvoir. Alors, il faut être capable de faire cette distinction. Et donc, quand on a un parti politique et qu'on a clairement défini son idéal politique, quand on a clairement défini ses missions politiques, son agenda politique, le deuxième objectif et l'objectif ultime, c'est celui de pouvoir briguer la magistrature suprême. Et comme je le dis, qui veut aller loin ménage sa monture. Pour un parti politique qui se respecte et qui a du respect pour son peuple, une élection présidentielle se prépare dès le premier jour de l'accession au pouvoir du parti opposant. Ce qui veut dire que dans le contexte présent, dans le contexte actuel, l'élection de 2025 au niveau et au sein du PDCI-RDA aurait dû se préparer depuis le 26 octobre 2020. Depuis octobre 2020 ou depuis novembre 2020, après la victoire du RHDP, après la victoire du président actuel, du président sortant, M. Alassane Ouattara, le PDCI aurait dû clairement avoir un plan de préparation, un plan dans lequel les cerveaux les plus brillants se mettent en situation et dans un contexte d'anticipation, dans un contexte où toutes les éventualités et toutes les possibilités sont pensées. Après, on pourrait dire que humainement, on ne peut pas tout anticiper. Et ça, je suis d'accord. On ne peut pas tout anticiper. Mais voyez-vous, je maintiens mon analyse et je maintiens mon propos. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, se retrouver dans un contexte où le plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire se retrouve malmené, se retrouve sous assistance respiratoire, se retrouve sous assistance publique, parce que clairement, à l'heure où je fais cette analyse, toutes les voies de recours légales, toutes les voies de recours institutionnelles ont été épuisées, à l'exception de la grâce présidentielle, à l'exception de l'amnistie, qui reste encore des possibilités pour permettre à M. Tidiane Thiam et à son parti de revenir dans la course. Mais le problème, c'est que ces quelques outils institutionnels, ces quelques outils constitutionnels qui existent et qui pourraient être actionnés, révèlent essentiellement de la volonté du prince, du fait du prince. Il n'existe aucun mécanisme objectif pour pouvoir les actionner. Ce qui veut dire en d'autres termes que, en cas de non-réception de la part du pouvoir actuel, en cas de non-réception du prince actuel, le PDCI et son tenant Tidiane Thiam seraient dans une situation où, comme en 2020, il ne pourrait pas proposer une alternative de poids, une alternative viable au peuple ivoirien. Et comme je l'ai dit, pour moi, la raison pour laquelle on crée un parti politique, la raison pour laquelle on a un parti politique, la raison pour laquelle on préside au destin d'un parti politique, c'est essentiellement pour 2 objectifs. Premièrement, de pouvoir véhiculer un idéal politique, de pouvoir véhiculer un message politique à l'intérieur duquel nous avons clairement des missions économiques, sociales, militaires, etc. Et le deuxième objectif, c'est celui de pouvoir remporter
et exercer le pouvoir d'État le plus long possible, le plus longuement possible, autant pour. Et quand un parti comme le PDCI n'est pas en mesure de le faire, à moins de 100 jours des élections présidentielles, cela nous emmène à nous poser beaucoup de questions. Cela nous emmène à nous interroger sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup d'angles, sur beaucoup de points qui ramènent non seulement à la qualité des acteurs politiques, à la qualité de la vie même politique, à la qualité de l'atmosphère politique. Cela également nous envoie à nous interroger sur le projet politique. Est-ce que nous avons en face des partis politiques qui viennent en politique dans le but de proposer réellement des solutions, ou est-ce que nous avons des partis politiques qui ont un peu trop pris la confiance et qui se disent, dans tous les cas, il n'y a pas une meilleure offre en face et les Ivoiriens feront avec? Ou bien se disent-ils qu'ils sont les seuls à même de porter la voix, de porter l'idéal politique au nom du peuple? Ce sont autant de questions que nous pouvons nous poser. Mais dans tous les cas, il n'en demeure pas moins que, pour ma part, cette analyse nous fait comprendre une chose. Une élection présidentielle ne se prépare pas à la sauvette. Une élection présidentielle ne se prépare pas au hasard. Une élection présidentielle ne se prépare pas en un an. Ne se prépare pas avec un candidat d'opportunité. Et le candidat d'opportunité, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est au contraire un terme qui porte bien son nom. Parce que nous savons tous que jusqu'en 2023, M. Tidjane Thiam ne faisait pas partie des plans du PDCI pour l'année 2025. Et comme il est écrit dans la Bible, aux hommes les projets, à Dieu leur réalisation, Dieu en a voulu autrement, et feu le président Henri Konan Bédié a été rappelé auprès de lui. Et le parti a dû prendre une décision d'urgence dans le but de ne pas rentrer dans une phase de transition ni dans une phase de vacance du pouvoir. Cela dit, même dans une atmosphère pareille, avec tout ce que ce parti a représenté, avec tout ce que ce parti représente, avec tous les cadres au sein de ce parti, j'estime qu'ils auraient pu mieux faire. Parce que proposer une offre politique au peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement une prérogative propre au PDCI, mais c'est une prérogative qui est propre à la démocratie. La démocratie n'a de sens que lorsqu'elle s'exprime dans un jeu contradictoire. La démocratie n'a de sens que lorsqu'elle s'exprime dans un écosystème contradictoire, dans un écosystème de contre-pouvoir, dans un écosystème où le prince a en face de lui des empereurs, le prince a en face de lui des ducs, des gouverneurs qui sont aussi bien formés, aussi capables que lui. Car voyez-vous, pour atteindre l'équilibre, il faut toujours avoir des forces contradictoires, au moins deux. Si vous n'avez pas deux forces contradictoires, il vous sera impossible d'atteindre l'équilibre. Malheureusement, lorsque l'une des forces n'a pas conscience de son potentiel, il est très difficile de pouvoir atteindre cet équilibre. Mon souhait, c'est que les choses s'améliorent et que le vrai jeu démocratique dont la Côte d'Ivoire a besoin soit possible. Mon souhait, c'est que les propositions contradictoires qui sont utiles à la vie démocratique, qui sont utiles à la vie politique, qui sont même indispensables à la survie et au maintien de la démocratie, soient possibles. Mon souhait, c'est que ceux-là qui ont la charge de représenter la cartographie politique comprennent qu'il ne s'agit pas de dormir sur ses lauriers, qu'il ne s'agit pas de s'appuyer sur des gloires passées, mais qu'il s'agit à chaque fois de travailler, qu'il s'agit de pouvoir comprendre les enjeux, de pouvoir comprendre également la nécessité d'être en mesure de faire face et de répondre à toutes les situations, peu importe le contexte. Lorsqu'on atteint un certain niveau, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Et je pense que c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous voyons. Après, d'un point de vue intellectuel, c'est une très bonne chose. Cela nous permet d'avoir des précédents. Cela nous permet de pouvoir anticiper, étudier et comprendre certains points que l'on n'aurait jamais pu comprendre si l'histoire ne nous avait pas permis que d'autres avant nous vivent ce que nous vivons ou ce que nous déplorons. J'espère que cet épisode vous a édifié. Merci pour votre temps et merci d'écouter Smart, Intellectual, Knowledgeable African Talks, le seul podcast où les idées préconçues rencontrent de puissantes
perspective. À bientôt.